Pourquoi une entreprise ne ressemble jamais à un livre de management? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Pour cela, nous allons nous intéresser à la stratégie et à son exécution dans les entreprises. Bienvenue dans le Café du Projet, le podcast inspirant sur la gestion de projet, le leadership et la communication. Le premier mardi de chaque mois, nous accueillons des experts dans leur domaine. Ils dévoilent leurs compétences pour animer des équipes, faire avancer des projets, mais aussi accompagner leurs clients vers la réussite. Bienvenue sur notre podcast Le Café du Projet, je suis Nicolas et aujourd'hui, pour débuter cette deuxième saison, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Lorenz, fondatrice de Voilou, entreprise spécialisée dans l'alignement stratégique et opérationnel grâce au framework OKR. Bonjour Juliette. Bonjour Nicolas. Écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui. Peux-tu te présenter en quelques mots et nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Oui, tout à fait, merci. D'abord, merci pour l'invitation. Alors, donc Juliette Lorenz, moi, ça fait 5 ans que je travaille sur les OKR. J'avais commencé ma carrière sur l'évaluation d'impact des projets et des transformations. Et puis un jour, je me suis dit qu'il fallait que je me mette à faire de la transfo. C'était quand même plus intéressant. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombée sur le framework OKR et depuis, je l'ai pas quitté. Et toujours en tant qu'entrepreneur. En fait. D'accord, alors on reviendra un petit peu après sur ce qu'est un OKR. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a le plus marqué au début de ta carrière ? Alors quand j'ai commencé, en fait, je sors d'une école de commerce, j'avais fait 2 ans de Sciences Po, 2 ans d'école de commerce, sans jamais vraiment me plaire parce que j'avais besoin de choses concrètes. J'adorais les concepts, j'adorais les théories. Et en fait, je me suis rendu compte en rentrant dans les organisations que tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais appris, c'était juste pas la vraie vie, en fait. Bien au contraire, c'est même tout ce que j'avais appris, il fallait que je le mette à la poubelle pour trouver d'autres manières de faire et surtout pour comprendre mon écosystème, il fallait que je lâche ce que j'avais appris en fait. Et alors, comment est-ce que tu as réagi par rapport à cette situation un peu inhabituelle, surprenante ? D'abord, j'ai adoré parce que là, on dit toujours que si on voulait que tout se passe bien, il faudrait aller vivre en théorie. Voilà. Donc, je fais partie de ces gens qui aiment ce côté un peu bordel, organisé ou désorganisé, mais en tout cas, ce côté où quand on regarde une organisation, on se dit en fait, je comprends rien. Donc, c'est intéressant. J'ai adoré ce challenge de du coup essayer de trouver du sens dans quelque chose qui de manière apparente n'en avait pas. Et en fait quand on creuse, tout a toujours du sens, même si ça n'en a plus aujourd'hui, ça en a eu à un moment donné, et puis parfois il y a des historiques qu'on a du mal à casser. Mais vraiment mon premier deuil, ça a été de me dire que tout ce que j'avais appris c'était bien joli, mais en fait il fallait que je le fasse autrement. Voilà, la manière dont j'ai réagi, c'est d'avoir été curieuse, vraiment d'essayer de comprendre, de questionner de manière assez ouverte en fait l'organisation et les personnes qui étaient dedans. Et la deuxième manière qui m'a vraiment permis de m'en sortir, c'est la créativité. C'est-à-dire accepter que tout doit se passer comme sur une chaîne logistique où tout est bien ficelé, c'est certainement pas ça qui se passe en organisation, dans les organisations aujourd'hui. Donc il a fallu que je sois un peu créative dans ma manière d'aborder l'organisation et dans la manière d'y trouver du... D'accord, ça ce sont j'imagine des leçons que t'as tirées de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres leçons que t'aurais tirées éventuellement de cette expérience ? Oui, de l'humilité beaucoup, parce que c'est vrai que quand on sort d'une école de commerce, voilà, peu importe, on a toujours ce sentiment d'être de tout savoir, d'avoir un peu vécu les choses par procuration, de comprendre dans quoi on met les pieds. Et en fait non. En fait, c'est même l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que en fait, on ne comprend pas les organisations aujourd'hui parce qu'on n'est pas omniscient déjà. Il y a énormément de métiers que je ne maîtrise pas et heureusement, et je suis bien contente de pas les maîtriser, d'avoir des gens qui sont experts. Voilà, s'il y a plusieurs pôles dans une organisation, s'il y a plusieurs métiers, c'est bien parce qu'il y a des compétences qui sont différentes et on a besoin de tout le monde pour faire le meilleur des mondes. C'est vraiment une leçon à la fois de vie et aussi professionnelle, mais c'est de se dire que rien n'est figé, tout évolue et tout n'est pas maîtrisable, tout n'est pas maîtrisé. Et donc accepter qu'on ne peut pas tout comprendre et accepter qu'on n'a pas la vérité parce que la vérité n'existe pas.
Puis elle se trouve avec les autres. Elle se trouve avec les autres et parfois plusieurs vérités qui sont pas un peu antinomiques peuvent coexister en fait. Et c'est ça qui est compliqué. C'est vrai que aujourd'hui dans le monde on a besoin de réponses. Enfin quand on voit même politiquement les discours, c'est est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre. Voilà, dans une organisation on peut avoir tout plein de nuances de gris entre le pour, le contre et avec le pour et le contre qui existent quand même. Et donc c'est très complexe. Et donc pour aborder cette notion de complexité, il faut avoir énormément d'humilité et accepter que tout ce qu'on comprend, c'est juste une partie infime de ce qu'on veut bien voir et de ce que l'on peut voir. Bon, merci en tout cas pour ton honnêteté vis-à-vis de cette réponse. Je vais revenir un petit peu sur ton expérience des OKR. Donc tu interviens dans de nombreuses entreprises pour mettre en place justement ces OKR. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les OKR ? Oui, bien sûr. Alors, OKR, c'est un framework qui a été créé en fait pour gérer des objectifs, donc un peu comme le management par objectif, ça en découle d'ailleurs. Donc l'idée derrière les OKR, c'est de se dire que définir des objectifs, c'est bien, mais il faut aussi les animer. Voilà, donc c'est une manière d'écrire des objectifs qui soient mesurables et surtout qui soient pilotables dans le temps pour ne pas se planter. D'accord. Et alors, du coup, quels sont les principaux défis que tu rencontres quand tu implémentes justement ces OKR dans les entreprises ? Alors, j'imagine de taille et de secteurs différents. Déjà, le principal défi des OKR, c'est que c'est un framework. Quand on parle de framework, en fait, on a l'impression de trouver une solution miracle à tout plein de problèmes, alors que c'est absolument faux. Alors si, ça pourrait être vrai, mais sur le moyen long terme, ce qu'il faut se dire, c'est que peu importe ce qu'on met en place, le premier défi, c'est de se poser la question du pourquoi et pour faire quoi. Et en général, quand on dit OKR, c'est un framework pour définir et animer des objectifs, c'est très bien. Sauf qu'on c'est pas suffisant. Il faut se dire dans quel cadre ? Est-ce qu'on parle d'objectifs stratégiques ? Est-ce qu'on parle d'objectifs tactiques, opérationnels ? Est-ce qu'on parle des trois en même temps ? Est-ce qu'on en parle que d'un ou voilà ? Est-ce que on a vraiment besoin de tous ces niveaux ? Quels sont les impacts qu'on cherche à avoir ? Est-ce qu'on cherche à aligner une organisation à travers des objectifs ambitieux ? Est-ce qu'on cherche à aider les équipes opérationnelles à mieux prioriser leurs actions ? Enfin voilà, il y a plein de grilles dans ce framework, et ce grille-là, il doit être éclairé avant même de penser à sa mise en place. Et souvent, c'est quelque chose de difficile à faire parce que on n'a pas nécessairement toute la connaissance suffisante autour du framework et de ses usages pour vraiment bien définir le bon programme. Donc voilà, c'est vraiment un premier défi, c'est clarifier pourquoi on veut faire ça et à quoi ça doit nous servir dans l'organisation et où on doit le mettre en place. Ok, ça me fait penser, tu parles de framework, tu parles de solution miracle, c'est un petit peu aussi pareil avec le framework Scrum finalement. Oui, c'est ça, on a exactement les mêmes problèmes. Et alors, tu t'adresses à différents types d'entreprises, différents secteurs. Comment tu fais pour t'adapter justement ? Comment est-ce que tu fais pour adapter l'approche des OKR pour qu'elle soit efficace dans tous les types d'entreprises ? Est-ce que tu as des outils, Ouais, en fait, à force d'en faire, on finit par devenir agnostique de son propre framework. C'est un peu, je pense qu'il y a plusieurs manières de faire, mais moi, ce que je fais, c'est que je parle plus nécessairement d'OKR, en fait, parce que quand on parle d'OKR, on parle d'un framework, c'est comme quand on parle de Scrum, alors que finalement, ce qu'on cherche, c'est quoi ? C'est de l'agilité. Les OKR, c'est pareil, on peut aller chercher de l'agilité stratégique et on se dit comment la mettre en place. Et donc, moi, je parle de trois super pouvoirs en fait dans les OKR. C'est un sur une manière de définir les choses pour qu'elles soient pilotables dans le temps. Le deuxième, c'est la mise en place d'un système d'animation de ces objectifs pour ne pas les perdre de vue et s'assurer qu'on priorise bien dans la bonne direction. Et le troisième, c'est les personnes. C'est comment est-ce qu'on onboard les personnes et les rôles clés en fait pour s'assurer de soutenir le processus. Donc, indépendamment de ce qu'on va faire à l'intérieur de ces trois sujets, donc people, la définition et l'animation, sur ces trois sujets-là, peu importe comment on va l'adresser, l'idée c'est de créer un système qui corresponde aux besoins de l'organisation, basé bien sûr sur la théorie des OKR, mais pas que en fait, parce que finalement quand on regarde derrière les OKR, il y a quoi ? Il y a de la philosophie du lean management, donc arrêter de faire des choses qui nous servent à rien, donc la chasse au gaspillage.
Il y a des grands principes d'agilité, le fait de soit régulièrement, de se réaligner régulièrement, de mieux communiquer entre les parties prenantes et le fait d'avoir des rituels en fait réguliers, ça c'est pour mieux prioriser, tout ça ça fait partie de la priorisation agile. Et ensuite c'est comment est-ce qu'on arrive à lier tout ça dans une organisation. Alors il y a des organisations qui sont très agiles. Donc il y a déjà des rituels existants, on se base dessus, voilà, c'est assez facile. Il y a des organisations pour lesquelles il n'y a pas vraiment d'agilité, en fait. C'est pas quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Donc dans ces cas-là, c'est pas grave, c'est comment est-ce qu'on prend l'existant et qu'on arrive à construire quelque chose. Mais ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de transformation, c'est qu'on peut pas faire un copier-coller de tout le framework d'un coup d'un seul dans une orga et ça va marcher. C'est même plutôt l'inverse qui se passe, c'est qu'on va y aller step by step, on va cranter. En général, on commence par des choses basiques entre la définition et un premier système d'animation. Ça change en fait selon les besoins de l'organisation. Donc beaucoup d'adaptation, de ce que je comprends. C'est ça, et en fait c'est que ça, mon métier c'est que de l'adaptation en fait. C'est surtout pas mettre le framework copier-coller dans une organisation, ça ne marche pas. C'est même dangereux de se dire que quand un framework est parfait et génial, on puisse le coller dans une organisation parce que une organisation c'est par essence complexe. Un framework, c'est par essence simplexe. C'est comment on simplifie un système au maximum pour le rendre le plus opérationnel possible. Mettre un truc super simple sur un truc super compliqué, en fait, c'est illusoire. Oui, ton enjeu, c'est de faire correspondre les deux, justement. Exactement, c'est de m'assurer d'aller chercher sur ce système complexe les meilleures solutions pour rendre la complexité un peu plus simple, voilà, la réduire au maximum, en tout cas réduire cette complexité pour avoir un système entre les deux, entre le système parfait théorique des OKR et le monde réel en fait. D'accord, donc grâce à toutes tes explications, on comprend un petit peu mieux ce que c'est qu'un OKR maintenant, en tout cas ce que sont les OKR. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous donner un cas concret où justement tu as l'implémentation des OKR qui a transformé la performance d'une entreprise par exemple ? Alors dire que les OKR va transformer la performance des entreprises, je trouve ça un peu ambitieux, mais par contre ça permet une chose de manière assez générale. Le premier point c'est clarifier la stratégie de l'organisation, ça c'est super important parce que souvent quand on est collaborateur dans une boîte et qu'on nous demande c'est quoi la strat de la boîte, on est assez sec en fait, voilà, et c'est pas toujours très clair. Donc déjà ça, de donner un cadre stratégique clair et à chacun et à tous surtout, et ça déjà ça a de la valeur en soi. Ensuite, le deuxième bénéfice que j'y vois, c'est vraiment de piloter par la stratégie en fait. Parce que quand on dit les OKR, c'est un système pour les objectifs, en fait oui, mais si on va un peu plus loin, c'est un système pour piloter la strat. En tout cas qui sert ce pilotage stratégique. Et donc ça permet de mieux maîtriser sa stratégie. Et donc en ça, est-ce que ça change la performance ? On délivre pas plus de choses, on fait pas plus de choses. J'ai envie de dire en général on en fait moins, mais on le fait mieux. Donc, l'idée c'est d'aller chercher le résultat essentiel au regard de l'organisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la notion de valeur, on parle beaucoup de pilotage par la valeur en ce moment. C'est très à la mode et c'est très bien. On arrête un peu de se poser la question de comment on délivre, mais on se pose la question de, en fait, délivrer quoi, pourquoi, dans quel sens. Ça, c'est cette notion de pilotage par la valeur. Et cette notion de pilotage par la valeur, elle induit quelque chose, c'est la définition de cette valeur. Parce que intrinsèquement, tout peut avoir de la valeur. Oui. Donc, le fait de se poser la question des OKR, ça permet de clarifier ce qui a de la valeur au regard de l'organisation au moment où on parle. Et ça, c'est fort, parce que là où on est souvent un peu ballotté entre plusieurs parties prenantes au sein d'une organisation, il y a énormément d'interdépendance. On a beau travailler dans des silos, ces silos, quand on veut travailler sur des gros sujets, il faut les casser un petit peu, quoi. Ça permet, entre guillemets, de remettre l'église au milieu du village pour savoir ce qui est important aujourd'hui d'adresser comme sujet et de se libérer aussi de tous ces sujets qui pourraient être importants, mais finalement, par rapport au regard de notre stratégie et à nos enjeux du moment, on peut s'en passer et on en reparlera plus tard. Et là encore, tu parles de pilotage par la valeur. Moi, ça me fait encore penser à Scrum. Il y a quand même pas mal de parallèles, j'ai l'impression, avec l'agilité.
Ouais, c'est ça. Les OKR, c'est vraiment comment on agilise notre stratégie. Ça vient pas du tout à l'encontre de l'agilité. Au contraire, c'est même deux pièces du même puzzle. De l'OKR sans agilité, ça n'aurait pas réellement de sens. Ce serait même presque antinomique quelque part. Alors là, tu me tends une perche. Est-ce que tu aurais des pièges courants du coup à éviter quand on essaye de mettre en place des OKR dans une entreprise ? Voilà, il y en a beaucoup. Le premier piège, si on parle de la valeur, ça va être de continuer à avoir cette culture projet. On pourrait tout à fait se dire, on va mettre des OKR sur nos grands projets stratégiques et autres. Et en fait, non, les OKR, c'est pas un outil de pilotage de projet, c'est un outil de pilotage d'organisation. Et ça, c'est un premier piège, parce que si on veut vraiment être orienté par la valeur, il faut avoir un outil qui nous permette de prioriser les projets entre eux. Et quand on dit prioriser, en fait, c'est déprioriser. Parce que prioriser des trucs sur des trucs, c'est en fait on fait juste un tapis roulant d'initiative. L'idée c'est de retirer au maximum les projets qui n'ont pas réellement de valeur ou en tout cas qui ne sont pas prioritaires aujourd'hui. Donc ça c'est un premier piège, donc poser des OKR sur l'organisation, pas sur les projets. Le deuxième piège c'est que OKR c'est facile à comprendre. Fondamentalement on a le sentiment que quand on lit un article sur Google, sur Medium ou autre, de ce que c'est que les OKR, on se dit ah ouais c'est facile, j'ai compris. Oui mais non, en fait ça nécessite énormément de changements, énormément d'appropriation parce que ça vient changer un mindset fondamental. Et quand on parle de changement de mindset entre une organisation qui est orientée projet, une organisation qui est orientée valeur, c'est vraiment deux manières de fonctionner différentes et vraiment quasiment presque opposées. Donc on ne pose plus du tout les mêmes questions au sein de l'organisation, et pour faire bouger une organisation vers les OKR, ça prend du temps. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps de dire voilà, qu'est-ce qu'on dit à nos clients quand ça fait 1 an, 2 ans qu'ils pataugent sur les OKR et qu'ils ne voient pas tous les bénéfices entre guillemets mis en avant par le framework. Le premier truc c'est qu'on ne transforme pas un âne en cheval de course en 1 an. Voilà, donc le framework qui nous vend énormément de bénéfices, c'est super, mais il faut se poser la question de l'existant. Où est-ce que notre organisation en est aujourd'hui ? Si on ne sait pas réellement se positionner ou si on n'est pas déjà des cadors entre guillemets de la strate et de l'alignement opérationnel, ça va nécessiter énormément de changements qui vont au-delà du framework. Donc c'est comment on va faire résonner une organisation à travers sa stratégie, certes, mais ça prend du temps. Et alors, du coup, j'ai bien compris que les OKR s'appliquaient à la stratégie et non pas au projet. Néanmoins, est-ce que tu as des cas où tu intègres du coup les OKR dans des outils qui existent de gestion de projet ? Est-ce qu'il y a cette notion du coup pour suivre les OKR à travers les projets ou c'est vraiment complètement dissocié ? C'est pas complètement dissocié en fait, parce que la gestion de projet, on vient justement, le portefeuille projet vient être priorisé en partie par les OKR. Je vais revenir juste sur la question d'avant parce qu'il y a aussi un autre biais à éviter. C'est que dans les OKR, il y a des objectifs et ce qu'on appelle des key results, des résultats clés. Ces résultats clés, en fait, c'est un peu des indicateurs et souvent on a tendance à les confondre avec des KPI. Donc un KPI, c'est quoi ? C'est un indicateur de performance qui nous permet de mesurer, entre guillemets, la stabilité du système. Le KR, lui, il va venir mesurer une progression sur un sujet. Et souvent, on a le sentiment que quand on met en place des OKR, on a besoin que de ça pour avancer. Et c'est une grosse erreur. On a besoin autant des KPI que des OKR pour pouvoir stabiliser notre système avec les KPI et s'assurer de sa stabilité, tout simplement. Et 2, on a besoin de nos OKR pour aller plus loin, en fait. Pour évoluer, se transformer, avancer vers de nouveaux résultats. Donc en général, quand on travaille sur les OKR, on travaille aussi un petit peu sur cette partie KPI. Et souvent, quand on le fait pas, on a des KPI à la place des KR. Et le problème du KPI, c'est qu'il est assez généraliste et que le KR, lui, il est très spécifique. Et quand on met des KPI à la place des KR, on a quelque chose qui ne permet pas de prioriser parce que tout redevient prioritaire. Est-ce que tu aurais un exemple concret du coup où tu pourrais nous citer un KR et un KPI pour bien faire la différence pour que les auditeurs comprennent bien ?
Ouais, par exemple, on va avoir par exemple un KPI qui va être le NPS de nos clients. Oui. Donc la satisfaction globale de notre client, ça c'est quelque chose qu'on mesure tout le temps, c'est très large, ça nécessite que l'expérience du client soit excellente de A à Z, voilà, donc ça nécessite beaucoup d'actions. Et puis en deuxième lieu, par exemple en KR, on va pouvoir avoir un truc genre le taux d'échec au paiement, par exemple. D'accord. On sait que sur la partie paiement, on a un problème, sur tel ou tel outil, j'en sais rien. Enfin bref, mais en tout cas, on sait qu'on a par exemple 20% des paiements qui bloquent, donc c'est un vrai pain point utilisateur. On va se dire comment on va réduire ce pain point au maximum. Et ça, alors ça va avoir un impact au final sur le NPS, bien sûr, mais il n'y a pas que ça sur le NPS. Il peut y avoir aussi, par exemple, je sais pas, la gamme de produits. Est-ce que la gamme de produits, elle convient réellement à nos utilisateurs ? On peut peut-être voir dans ce qu'on vend concrètement et dans les satisfactions utilisateurs. Par exemple, on peut faire du tri dans toute la gamme qui nous sert plus à rien en fait, ou qui n'est pas satisfaisante pour l'utilisateur, pour le client final. Il y a le KR, on va aller chercher des sujets très spécifiques, et le KPI, lui, c'est quelque chose de très global qui s'assure que on n'est pas en train de se planter, quoi. Néanmoins, tu peux le suivre dans ton projet, le KR, du coup. On peut le suivre dans le projet, bien sûr, puisque les projets vont être au service des KR. Donc je reviens sur ta question, sur dire comment justement on arrive à lier les OKR avec les outils de gestion de projet. En fait, les OKR, c'est une matrice de priorisation pour l'évolution. Mais dans la gestion de projet, il va y avoir des projets qui vont répondre en partie au KPI, donc à la stabilité du système, voilà, comment on s'améliore, voilà, il peut y avoir un petit peu d'amélioration continue, des choses comme ça, et en partie sur des sujets d'évolution, de transformation. Et donc, si on a des projets qui répondent pas à nos OKR, ni à nos KPI, on peut se poser la question de l'utilisation, l'usage et l'importance de ces projets. D'accord, écoute, je crois que c'est très clair, Juliette. Merci pour ces explications. Là, si demain, parmi nos auditeurs, il y a quelqu'un qui est dans une entreprise qui souhaite se lancer, débuter avec les OKR, est-ce que tu aurais des conseils indispensables à lui donner ? Oui, déjà, être patient, parce que ça prend du temps. Le deuxième, c'est de s'assurer que le C-level ou le top management sont bien embarqués dans le processus. Parce qu'une transformation OKR, en général, c'est quand même des transfos assez globales. C'est très difficile de faire vivre des OKR à petite échelle dans les organisations. Donc, il faut qu'il y ait quand même une ambition globale. Encore un lien avec l'agilité ? Oui, mais exact, tout à fait. Ensuite, ce qui est important, c'est de ne pas faire tout le monde d'un coup. Voilà, on fait pas. Il y a 3 potentiels niveaux d'OKR, stratégique, tactique, opérationnel. On lance pas tout et partout dans l'organisation. Donc déjà, c'est bien de cadrer là où ça a le plus de valeur au moment où on parle, de commencer à mettre en place les premiers éléments pour ce morceau d'organisation, et puis surtout de ne pas lésiner sur le change management. Il y a un truc qu'on a tendance à oublier dans les OKR, c'est les rôles. Et c'est dommage parce que les rôles, c'est ça qui permet de soutenir un processus. Voilà, moi en tant que coach, mon métier, c'est de m'assurer de créer en fait les fondations de la maison, quelque part. De m'assurer qu'il y ait bien tous les raccordements au bon endroit. Et ça, si on le transpose à un framework, pour ça, il faut faire monter en compétence des rôles clés. Donc type les OKR Champions, par exemple, qui vont être un petit peu les coachs internes de chaque équipe sur leurs OKR, qui vont être là pour piloter l'agenda, un petit peu comme un Scrum Master, finalement, si on fait le lien avec Scrum. Et puis, on a nos KR Owners. On a les personnes qui vont justement être responsables de mettre à jour régulièrement le KR pour voir s'il a bien avancé et aider l'équipe à mieux prioriser leurs actions en fonction du KR. Voilà, c'est des choses assez opérationnelles, finalement. Mais on a le sentiment toujours de se dire que les OKR ont avancé quand on les a définis. Sauf qu'en fait, quand on a défini des OKR, on n'a fait même pas 20% du taf. Et pourtant, ça, déjà, c'est dur. Ne serait-ce qu'arriver à cette étape-là, ça prend du temps et c'est dur. Donc, se dire que quand on a défini des OKR, c'est pas la fin, c'est juste la première pierre qui va nous amener à la mise en place des rôles et à la mise en place de l'animation. Parce que ce qui est le plus important, c'est ce change autour de l'animation et des rôles et la place, justement, du framework dans la priorisation des équipes.
Je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Il y a 3 types d'OKR, tactique, stratégique, opérationnel. Est-ce que tu peux nous donner des exemples du coup d'OKR tactique, stratégique et opérationnel? Alors, au niveau stratégique et tactique et opérationnel, donc il y a 2 types d'indicateurs. Là, on rentre dans un truc un peu plus théorique, mais il y a 2 types d'indicateurs. Donc, il y a les lagging indicators et les leading indicators. Donc, les lagging indicators sont tous les indicateurs assez multifactoriels, très stratégiques, très globaux, qui sont assez difficiles à maîtriser en fait, parce que c'est un impact très final et que ça nécessite d'aligner toute l'organisation derrière. Et c'est très difficile aussi d'avoir un lien direct entre une action et le résultat, puisque multifactoriel. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui va être leading indicators, donc ce sont les indicateurs sur lesquels on a directement la main. C'est ce qu'on va plutôt retrouver au niveau opérationnel et tactique, donc c'est des indicateurs plus spécifiques, plus précis, qui permettent de nous aider à mieux piloter nos priorités. Donc si je vais prendre un exemple, imaginons Uber. S'il y a une déclinaison stratégique, tactique, opérationnelle, on pourrait se dire qu'au niveau stratégique, il y a la note utilisateur. Sur l'application, on est, on va dire qu'on est à 4 étoiles, on voudrait pousser à 4,5 cette année, voilà, ça pourrait être un enjeu. Donc on serait sur un cycle plutôt annuel, et toute l'année, on va mesurer notre note utilisateur, comment elle évolue. Sachant que c'est un indicateur très lagging, donc il va mettre du temps à évoluer, c'est quelque chose d'assez stable. Ensuite, au niveau tactique, on pourrait avoir le temps d'attente de nos clients. On sait que le temps d'attente, c'est un gros point pour nos utilisateurs, parce que s'ils prennent un Uber et parfois pas les transports en commun, c'est pour aller plus vite par rapport à là où ils se trouvent ou autre, ou parce qu'ils sont en retard à un rendez-vous, que sais-je. En tout cas, on sait que le temps d'attente, c'est un gros sujet, donc on pourrait dire comment, à l'échelle d'une verticale, on peut s'aligner pour travailler sur ce temps d'attente. Ok. Et derrière, on va aligner plusieurs équipes. Et au niveau opérationnel, on va se dire que il y a une équipe qui va être en charge, par exemple, du recrutement et de la disposition de la flotte de chauffeurs. Eux, par exemple, ils pourraient avoir un KR très opérationnel, très leading, qui serait l'augmentation du nombre de chauffeurs au moment de rush. D'accord. Il y a des moments très clés où on sait que, par exemple, il y a des événements particuliers, on va avoir les JO, on se doute bien que les JO, on va avoir besoin de plus de chauffeurs, de choses comme ça. Il y a des soirs de match, il y a les jeudis avec tous les étudiants. Il y a pas mal de choses. Il y a des horaires aussi plus spécifiques. On s'assure qu'on a une flotte agrandie en fait à ces moments-là. Et ce qui est intéressant derrière cet indicateur, c'est qu'on ne va pas dire comment on va y arriver. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de dire, en tant qu'équipe, tu sais que tu dois faire augmenter le nombre de chauffeurs au moment de rush, ok, de X à Y, génial. Comment tu vas faire ? Ça, c'est toi, en tant qu'équipe, qui va décider du meilleur chemin. Donc des décisions qui sont indépendantes les uns des autres au niveau des OKR, si je reprends opérationnel, tactique et stratégique, néanmoins, il va y avoir des liens entre eux, puisque si on arrive à performer sur la partie opérationnelle, on va pouvoir performer sur le KPI, sur l'OKR, qui est plutôt tactique, qui nous permettra aussi d'améliorer le stratégique. Exactement, parce que l'augmentation du nombre de chauffeurs au moment de rush, ça va permettre de réduire le temps d'attente moyen d'un client, et qui va permettre, normalement, en tout cas c'est une hypothèse, d'améliorer la note utilisateur pour l'application de manière générale. Super. Juste une petite anecdote, l'épisode sera diffusé après les JO, donc... Voilà, j'espère que mon hypothèse tiendra alors. espérons pour Uber. Alors moi, quand je parle de pilotage de projet, souvent, j'ai l'habitude de présenter les projets comme des moyens finalement d'adresser des objectifs stratégiques de l'entreprise par justement l'intermédiaire des portefeuilles projets que tu as évoqués tout à l'heure. Les objectifs découlent même de la stratégie d'entreprise. Quand tu interviens toi dans les entreprises, est-ce que c'est réellement appliqué du coup ? Alors en partie, oui, il y a ça. Alors moi, le seul écueil que j'y vois, c'est que souvent la stratégie, elle est pas très claire. Ouais. Donc en fait, on confond un peu les projets et la strat. D'accord. On confond un peu les ambitions et les moyens. Et c'est normal, parce que quand on regarde tous les frameworks actuels, c'est souvent des frameworks
de comment on met en place des solutions pour obtenir un résultat, en tout cas un produit ou voilà quelque chose de tangible, un projet, mais pas vers quoi on tend le projet. Même si souvent les projets sont assez stratégiques, oui, ça répond à la stratégie, mais la stratégie n'est pas claire pour tout le monde. Je dis pas qu'elle n'existe pas, elle existe la stratégie, mais souvent elle reste assez cloisonnée, quoi. Voilà, elle est pas commune à tous. Donc en ça, oui, ça y répond et pas totalement. Et en même temps, quand on regarde la gestion de projet dans les grandes organisations, en fait, il y a plein de projets aussi qui ne répondent pas réellement aux enjeux stratégiques. Ce qui pose des problèmes du coup généralement. Ce qui pose des problèmes parce que quand la stratégie est pas claire, voilà, il suffit de voir un peu comment la nature fonctionne pour savoir que dès qu'il y a un vide, hop, il y a plus de vide. L'être humain, il est exactement pareil. Dès qu'il voit une faille ou une possibilité, il va s'engouffrer dedans. Et c'est tout à fait normal. Donc si la stratégie est pas claire en amont, ça devient très difficile de cadrer les équipes dans leurs opérations parce que fondamentalement, comment est-ce qu'on peut leur dire que ça c'est stratégique et ça l'est pas si la stratégie n'est pas claire ? Écoute, c'est parfait parce que c'est une question que je voulais te poser justement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'outils ou de frameworks, encore une fois, pour aider à définir la stratégie d'une entreprise et ensuite la décliner et l'accompagner, la communiquer, etc. Alors il y a des frameworks pour définir une stratégie, mais je pense que Google sera meilleur que moi là-dessus. En tout cas, pour définir une stratégie, il y a des ingrédients clés. Il y a 2 ingrédients sur lesquels pour moi, on ne peut pas faire impasse, ça va être la mission et la vision. La mission, c'est une petite phrase qui permet de définir pourquoi notre organisation, notre entreprise existe. Et la vision, c'est comment est-ce qu'on veut faire évoluer notre organisation d'ici 3 à 5 ans. Parfois, ces 2 sujets-là coexistent dans ce qu'on appelle une raison d'être. La différence, c'est que la raison d'être, elle est plus orientée vers les parties prenantes, vers le monde, que sur l'entreprise elle-même. Bon, bref, après ça, vous pouvez regarder un peu les distinctions, mais c'est assez puissant, en fait, ces 2 outils, ou même la raison d'être. Ensuite, il y a 2 autres sujets qui sont intéressants, 2 autres ingrédients qui vont être des valeurs. Quelle est la culture de notre organisation ? Et pas juste un truc écrit au mur, un truc qui transpire, un truc qui vit vraiment. Et les principes d'action. Les grands principes d'action, c'est un truc qu'on a tendance à oublier, et pourtant qui sont super essentiels. Je vais prendre un exemple. Donc les réseaux sociaux, on va prendre Twitter et Facebook. X du coup. Excusez-moi, je suis très très jeune, je parle comme les vieux. Donc X et Twitter et Facebook. Donc Facebook, il a un principe d'action qui est de dire on protège nos utilisateurs, coûte que coûte. C'est la protection de nos utilisateurs. Et X, nous, coûte que coûte, on va protéger la liberté d'expression. Coûte que coûte. Ok, donc ça permet de dire qu'est-ce qu'on valorise ? Est-ce qu'on valorise la liberté ou est-ce qu'on valorise la protection ? Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. C'est juste 2 manières différentes de réagir à l'information. C'est le choix qui a été fait par ces entreprises en fait. Voilà, c'est ça. Et donc ces choix-là, ils permettent une chose. Par exemple, quand on a un message haineux, en ce moment il y en a pas mal, qui va apparaître sur l'un de ces réseaux, ils vont pas réagir du tout de la même manière. Chez Facebook, par exemple, ils vont pouvoir, le collaborateur, il sait que ce qui compte pour lui, c'est la protection de ses utilisateurs, donc il va naturellement effacer tout de suite les messages. Donc en 3 heures, on va dire que le problème est réglé. X, comme c'est la liberté d'expression, ils vont dire haineux, pas haineux. En fait, non, moi je valide le fait que chacun puisse s'exprimer, peu importe l'avis. Donc là, il n'y a pas de notion de protection. Donc là, on va laisser tous les messages, vrais, pas vrais, peu importe ce qui se cache derrière, on va tous les laisser. Ça va amener à des choses complètement différentes, mais ça donne une idée aux collaborateurs de comment je réagis par rapport à une situation qui peut s'avérer être critique. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant aussi d'avoir ça dans la stratégie. On a mission, vision, potentiellement raison d'être, valeurs, principe d'action. Et ce qui va être intéressant, c'est que derrière la mission, généralement, on va y mettre des KPI clés. D'ailleurs, KPI clé, il y a clé dedans. Donc dans KPI, il y a bien clé, donc ça veut bien dire qu'on n'a pas 150 indicateurs, mais on en choisit une dizaine qui sont importants pour suivre l'évolution de notre business et la stabilité surtout. Et le deuxième pan, notre vision, qui est là sur la transformation et l'évolution, qui va avoir des OKR attachés pour mesurer cette transformation. Et donc, quand on a mission, KPI,
vision OKR, on arrive à avoir un truc quand même assez bien qui permet de clarifier la strate, de donner la direction, de raconter une histoire et surtout de la suivre. Ouais, puis ça permet vraiment de s'outiller pour ensuite la communiquer, cette stratégie finalement. Exactement. Et vraiment, la communication, c'est vraiment un sujet important. Je parlais un peu du C-Level tout à l'heure. Les sponsors de cette dynamique, de ce programme en fait de transfo, ils doivent être à ce niveau-là et ça doit transparaître dans leur message régulier en fait. On se lance pas dans un programme OKR sans que personne n'en parle en fait. Il faut s'assurer que ça vive, que ça transparaisse. Il suffit pas de se dire on va communiquer notre stratégie en janvier et puis on se reverra en décembre. En un an, les équipes elles sont passées à toute autre chose. Il suffit à peu près d'une semaine pour oublier l'événement en général. Donc c'est vraiment comment on communique régulièrement sur le sujet, comment on onboard aussi potentiellement les RH, potentiellement la communication interne. Peut-être aussi la communication externe, pourquoi pas, le management et vraiment comment on raconte une histoire commune à l'unisson dans l'organisation. D'accord. Écoute, c'est super. On arrive à la fin de l'épisode. Déjà, ça passe vite. Je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant pour les auditeurs ce que sont les OKR, comment les mettre en place, quels sont les pièges à éviter, ce que ça permet aussi. Mais avant de conclure, j'ai quand même quelques petites questions à te poser à toi, personnellement, Juliette. Est-ce que tu aurais un livre que tu pourrais nous conseiller qui nous permettrait d'approfondir justement le thème des OKR ou de la stratégie d'entreprise, enfin quelque chose dont on a parlé aujourd'hui? Alors juste sur les OKR, moi j'ai jamais trouvé de livre qui m'a vraiment éclairé plus que ça, mais vous avez le livre d'Eli Casamigiana. Alors j'ai plus le titre. On pourra le mettre dans les notes et il faudra peut-être que tu me l'écrives parce que je ne saurais pas l'écrire comme ça. Il y a pas de souci. On le mettra dans les notes. D'accord. Alors, on a parlé du livre. Maintenant, une question un petit peu plus difficile que j'appelle généralement philosophique parce que ça va demander certainement un peu de réflexion. Est-ce que dans ta carrière, il y a une grande décision que tu aurais prise et qui aurait largement contribué à ce que tu deviennes justement la personne que tu es aujourd'hui ? Et alors, du coup, quelles sont les leçons que tu aurais pu en tirer et que tu pourrais partager avec nous ? Alors, il y en a eu tellement. Et en même temps, j'ai envie de dire que c'est pas tant des décisions professionnelles qui m'ont emmenée ici, c'est vraiment des choix personnels. Alors moi, c'est vrai que j'ai la spécificité d'être entrepreneur, donc il n'y a pas trop de voilà. Ça se mélange. Voilà, tout est mélangé. Mais vraiment. Ma première, on va dire que ce qui a vraiment changé la donne pour moi, c'est d'arrêter de vouloir être quelqu'un que je suis pas, d'assumer qui j'étais avec tous mes défauts. Ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis aussi finalement de lier des vrais contacts et simplement de réaliser que en fait on réussit mieux que quand on est nous-mêmes en fait. Donc pas de regret, t'es satisfaite de ta décision? Ah mais 100%. Super. Une autre question un peu philosophique. Est-ce qu'il y a une question qu'on n'aurait pas osé te poser jusqu'à maintenant, mais à laquelle tu aimerais bien répondre? Alors, pour être honnête, il y a eu plein de questions qu'on m'a posées et que j'aurais aimé qu'on me pose pas dans ma vie. J'espère que c'était pas dans le podcast d'aujourd'hui. Non, pas du tout. Voilà, on me pose rarement la question de d'où je viens. D'ailleurs, c'est une question qu'on pose rarement, mais c'est normal. Donc voilà, je tiens à dire que je viens des Ardennes et que s'il y a des Ardennais qui écoutent ce podcast, voilà, après les Ardennes, il peut se passer quelque chose. C'est possible, il y a toujours de l'espoir. Il faut juste se donner les moyens. Super. Écoute, merci beaucoup Juliette pour ta participation au podcast. Ça aide beaucoup de personnes, je pense, à comprendre ce que sont les OKR aujourd'hui. Si nos auditeurs souhaitent justement te contacter par rapport à la diffusion de cet épisode, quel est le meilleur moyen? LinkedIn. Ok, c'est généralement les réponses que nous donnent les invités. Ouais, non, mais après j'aurais pu dire un Slack, des mails et autres, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est l'efficace LinkedIn. Bon, LinkedIn, on mettra un lien vers ton profil, alors super. Merci encore Juliette. Merci Nicolas pour ton invitation. Écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode. Comme toujours, si vous l'avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à contacter Juliette sur LinkedIn du coup pour la remercier. Et pour me contacter moi, ça se passe sur le site caféduprojet.net, rubrique à propos. Comme toujours, je vous retrouverai le mois prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, le Café du Projet, c'est le premier mardi de chaque mois.